Bonjour Éric Coquerel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, vous présidez la commission des finances de l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Hors de question de préparer un budget d'austérité et de régression sociale. C'est ce que dit ce week-end dans le journal Le Parisien Sébastien Lecornu. Est-ce que du coup, vous attendez de voir le contenu du budget avant de déposer une motion de censure? J'ai lu son interview dans Le Parisien et il y a les mots et puis il y a les faits. Bon, et les faits, c'est un budget qui manifestement va s'inscrire dans les traces de celui de M. Bayrou et de ses prédécesseurs. Donc vous ne croyez pas quand il dit qu'il repart d'une feuille blanche? Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas parce que sinon je ne vois pas très bien comment il peut... a priori, les informations qu'on a, c'est un budget qui serait transmis à l'Assemblée le 13 octobre. D'accord ? En jouant au maximum sur la durée des 70 jours possibles pour discuter d'un budget. Il n'y aura plus de marge, aucun délai en fait. Non, il n'a plus de délai. Donc je ne pense pas qu'il va repartir d'une feuille blanche. Mais de toute façon, je lis l'interview du Parisien. L'interview du Parisien, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il prévoit une cible qui est 4,7% de déficit, soit 0,1 de plus. Pour les gens qui nous entendent, 0,1, c'est 3 milliards. Bon, de plus que celui de M. Bayrou. C'est le prix de la suppression des jours fériés. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc ça veut dire, il dit qu'il va surtout s'attaquer aux dépenses publiques. Il explique qu'il ne compte pas mettre en place une taxe significative sur les hauts revenus ou les hauts patrimoines ou les multinationales. Il explique que, en gros, alors il ne parle pas d'année blanche, mais enfin on sent bien que ça va pas être un mercure. Donc c'est le même budget. Ça va être globalement le budget, en tout cas sur le même principe. Ce principe, c'est lequel ? C'est celui qui sévit depuis 2017, depuis que M. Macron a été élu, qui consiste à dire on fait des cadeaux fiscaux ou des aides aux entreprises sans condition qui vont favoriser le capital, en espérant que ça crée de l'emploi, de l'investissement. Ça n'a pas créé ni investissement ni emploi. Les chiffres sont de ce point de vue-là assez terribles d'un point de vue économique. Et par contre, comme il faut réduire les déficits, on baisse les dépenses publiques, on s'attaque aux prestations sociales, etc., etc. Voilà, c'est la même politique qui va mettre en place. Il n'y a que les naïfs, ou ceux qui veulent être naïfs, qui peuvent penser qu'il va changer de politique. Alors manifestement, il n'a aucune intention de revenir sur la réforme Borne des retraites de 2023 non plus. Évident. Il ne cède rien, il ne concède rien à la gauche. Ça veut dire que la motion de censure que vous déposerez dès la reprise des travaux parlementaires sera votée par l'ensemble de la gauche, Parti socialiste compris ? Écoutez, on leur propose même de la signer avec nous, donc on va voir. Nous, ce qu'on propose, pour être clair, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est que si le gouvernement n'engage pas la confiance, qui théoriquement est le cas dans toutes les démocraties du monde, auquel M. Bayrou a renoué. Et avec beaucoup de retard quand même. Oui, peut-être. Pour moi, il l'a fait. Pour moi, il l'a fait, parce que là, ça faisait plusieurs premiers ministres qui ne l'avaient pas fait. C'est pas obligatoire, de fait. Non, c'est peut-être pas obligatoire, mais enfin, c'est normal quand vous voulez gouverner de vérifier si vous avez une majorité. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il n'y a pas de majorité, que M. Macron impose des gouvernements minoritaires et une politique minoritaire. Donc, s'il n'engage pas le vote de confiance, à ce moment-là, il y aura la motion de censure qui sera déposée, soumise au vote. Et j'espère effectivement que toute la gauche le signera, toute la gauche le votera, et que toutes les oppositions le voteront. Parce qu'il faut revenir au plus vite aux urnes dans ce pays. On va parler du cas du Rassemblement national après, mais juste une précision. Ça veut dire que vous êtes encore en pourparlers avec le Parti socialiste autour de cette motion de censure, puisque vous leur proposez de la signer. Est-ce que vous dialoguez avec eux? Est-ce qu'ils vous répondent? On dialogue avec eux, notamment on en reparlera après, je le sais, mais pour les questions de bureau de l'Assemblée et autres. À l'Assemblée, on discute. C'est pas les mêmes dialogues qu'au moment du NFP, je ne vais pas vous le cacher, il n'y a pas de réunion d'intergroupe chaque semaine. Mais on leur a en tout cas proposé, comme aux écologistes, comme aux communistes, de signer cette motion de censure. On va bien voir ce qu'ils font. J'ai cru comprendre qu'ils veulent continuer à peut-être laisser penser qu'il y a des marges de négociation. Et ça reflète sûrement des problématiques internes au Parti socialiste. Donc c'est eux les naïfs dont vous parliez tout à l'heure? Les naïfs, oui, ils veulent jouer aux naïfs. Oui, parce que ils ont permis aux macronistes de poursuivre sa route en ne censurant pas M. Bayrou en février dernier pour des clopinettes. C'était évident que le conclave n'allait pas entraîner ni suspension ni abrogation de la réforme des retraites, et pour quelques milliers de postes d'enseignement où il était promis qu'il n'allait pas être supprimé. Je rappelle que depuis, il y a eu 15 milliards de gel ou d'annulation de crédit, en plus de ceux qui avaient été votés par n'ont pas été votés, mais qui avaient été imposés par M. Bayrou. Donc, à mon avis, tout ça était vraiment une façon de ne surtout pas le censurer. Bon, il y a eu cette leçon. J'espère qu'ils vont maintenant comprendre. Il n'y a
il faut bien comprendre une chose. Si M. Macron n'a pas appelé la gauche à gouverner, n'a pas appelé le Nouveau Front Populaire à gouverner en juillet dernier, moi je ne crois pas que ça soit un problème d'égo, je ne sais quoi, d'un président de la République qui n'accepterait pas d'être battu. C'est pour continuer à imposer sa politique économique d'offres, de compétitivité qui fait mal à la France. Et à mon sens, si M. Lecornu est nommé, c'est pour essayer de passer cette même politique en évitant la censure. C'est son rôle. Il a dit à plusieurs reprises qu'il était loyal au président de la République, mais que ça lui permettait d'être libre, peut-être plus libre dans d'autres configurations. En fait, dans l'évolution des choses, aujourd'hui, pour vous, c'est un habillage. Donc ça veut dire qu'il n'est pas libre. Tout est à la main de l'Élysée, du président de la République, notamment sur les questions. Ah oui, je pense, oui. Alors, vous dites que ce sera le budget Bayrou, mais hier, Sébastien Lecornu, il parle d'une hausse de 6 milliards des moyens consacrés aux retraites, de 5 milliards des moyens consacrés à la santé. Ça vous satisfait pas, ça? Non, les 5 milliards, si vous regardez bien, en réalité, c'est exactement les 7 milliards d'économies annoncées par M. Bayrou sur la santé. Parce que M. Bayrou avait prévu de ne pas augmenter les budgets de santé à la hauteur des hausses tendancielles nécessaires par rapport à l'augmentation de la population. Bon. Et donc ça faisait une baisse pareille, c'était 7 milliards d'économies de M. Bayrou, ça revenait, puisque théoriquement il faudrait l'augmenter de 4% pour correspondre aux besoins, ça ferait 12 milliards, donc 12 milliards moins 6, ça fait 6 milliards, on est à peu près sur les mêmes économies que M. Bayrou, dit autrement. Alors, vous avez raison de pointer cette question parce que j'ai cru comprendre que M. Lecornu va utiliser une autre méthode de calcul et de présentation de son budget que M. Bayrou. Et les détails sont importants. C'est-à-dire que M. Bayrou, après M. Barnier, avait innové quelque part et avait, un peu pour gonfler les baisses de dépenses publiques, je pense notamment vis-à-vis de Bruxelles, avait fait ça par rapport à ce qu'on appelle le tendanciel. Moi, je pense que c'est juste. C'est-à-dire que vous dites, voilà, on a un budget qui est voté à telle année, un an après, voilà le budget qui serait nécessaire pour répondre aux mêmes besoins, pour ne pas... en tenant compte de l'inflation. C'est ce qu'on appelle le tendanciel. C'était nouveau parce que précédemment, on comparait juste le budget d'une année N-1 au budget voté et on disait, ben voilà, il y a plus ou moins de budget en tenant compte de l'inflation. Apparemment, M. Lecornu va revenir à ça. S'il revient à ça, vous allez voir qu'il va pouvoir annoncer un budget où il y aura peut-être une dizaine de milliards d'euros qui apparaîtraient en moins que M. de Bayrou, mais ça sera exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est juste la méthode de calcul qui change, donc l'austérité sera la même. Voilà, ça me permet de pointer cette petite attention sur ce que j'ai cru lire de ce que veut faire M. Lecornu. Mais du point de vue économique, est-ce qu'il vaut mieux pas un budget imparfait que pas de budget du tout à fin décembre? Non. Non, parce qu'y compris, le budget qui nous est proposé va être pire que la loi spéciale. C'est la loi spéciale, alors, c'est vous remettez le budget de l'année précédente. Alors, vous avez différentes manières de le faire. Il y a celle qui a été faite l'an dernier, que j'ai contestée, c'est-à-dire une manière de chantage, de pression, de dire on va remettre vraiment que ce qui est nécessaire. Donc, pas d'argent pour les associations, pas d'argent pour les emplois aidés, pas d'argent pour les agriculteurs. Et c'est la faute de l'opposition si ces gens-là n'ont pas d'argent. Bon. Mais ça, c'est une façon de voir. Ils pouvaient très bien remettre tout le budget. Et s'ils remettent tout le budget, figurez-vous, il n'y aura pas une très grosse différence, sauf pour la défense, j'en conviens, il n'y aura pas une très grosse différence avec le budget qu'on nous propose. Donc moi, je le dis, parce que c'est une des questions qu'on nous pose, je pense qu'il faut un retour au peuple. Vous le savez, nous, on souhaite une élection présidentielle parce que le problème part de l'Élysée, et dans la Ve République, on sait que tout procède de là. Bon. Mais je pense que ce retour au peuple est nécessaire parce qu'on ne peut pas continuer un an de plus à avoir des gouvernements minoritaires qui essayent d'imposer une politique minoritaire qui est en plus mauvaise. Alors on nous dit oui, mais là, dans ce cas, il n'y aura pas de budget. Eh bien, il y aura un budget spécial à la fin de l'année qui remettra en route le budget de l'année précédente. Et puis, au bout de quelques mois, on discutera budget à l'Assemblée. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous garantit pour rassurer les Français sur cette situation. Qu'est-ce qui vous garantit qu'une dissolution aboutira sur un gouvernement majoritaire? Qu'est-ce qui vous garantit que s'il y a dissolution, il y aura une majorité absolue à l'Assemblée nationale? On verra, mais enfin, en tout cas, c'est bien pour ça que je préfère une élection présidentielle. Une démission plutôt qu'une Parce que je préfère une élection présidentielle, pas seulement parce que je ne sais pas s'il y aura une majorité, mais surtout parce que M. Macron, la dernière fois, le fait qu'il y ait une coalition qui a gagné, c'est-à-dire le NFP, manifestement, c'est quelque chose qui lui a échappé. Donc, il a redonné le pouvoir aux mêmes qui, aujourd'hui, nous disent « Ah bah oui, la seule politique possible, c'est la nôtre, celle qui a été battue par les Français. » Ça, dans n'importe quelle démocratie, ça n'existe pas. Ça existe dans la Ve République. En disant que la coalition majoritaire à l'Assemblée, c'était celle LR plus le socle commun, c'est pour ça qu'Yael Braun-Pivet est présidente. La preuve que non. C'était ça à l'époque. Excusez-moi, la preuve que non, parce que tous les textes passent par 49.3.
S'ils étaient majoritaires, ils feraient un vote de confiance. Ils ne font pas de vote de confiance, c'est qu'ils n'ont pas la majorité. Donc même avec LR ajouté au socle macroniste, ça ne fait pas le compte, donc ils sont minoritaires. Je pense donc du coup que la seule façon, parce que moi je pense que dans la démocratie, la seule façon de sortir de manière pacifique d'un problème de ce type, c'est les urnes. Je n'en connais pas d'autres. Et je pense que le président de la République serait bien inspiré de remettre en question son mandat. Ça veut dire que pour vous, il n'y a aucune chance que le budget de l'année puisse être adopté sans passer par un 49.3 Un 49.3, c'est sûr. C'est sûr qu'il y aura un 49.3. Parce que le Premier ministre dit, changement de méthode, on va laisser le débat parlementaire aller, etc. Et que donc, en fait, le Parlement pourrait transformer, amender, oui, mais il dit quand même qu'il est sous la tutelle du Parlement. Est-ce que vous êtes sensible à ça ? Bien sûr. Mais donc ça, c'est pareil, c'est de l'habillage ? Oui, ils nous ont fait tous le même coup. Excusez-moi, mais je commence à avoir l'habitude. On nous fait tous le même coup. On nous annonce des taxes sur quand même les ultra-riches. À l'arrivée, il y a quasiment rien, enfin en tout cas rien qui équivaut aux 60 milliards qui ont été perdus par l'État depuis 2017. C'est 3% de PIB. Au mieux, on nous propose 0,1, 0,2% de PIB en allant taxer de manière homéopathique les ultra-riches et qui explique les déficits et qui explique surtout pourquoi on n'a pas d'argent, par exemple, pour investir sur la bifurcation écologique. Donc, moi, je n'y crois pas. Je pense que leur objectif, il faut bien comprendre, c'est que Emmanuel Macron, s'il passe ce budget, il est tranquille jusqu'en 2027. C'est le dernier blocage politique qu'il a à passer. Après, mais à vous entendre, il ne le passera pas. S'il y a 49.3, il y aura motion de censure. Donc, il va tenter le 49.3, je suis à peu près persuadé. Et à partir de là, il va espérer un groupe d'opposition ne vote pas la censure. Bon, là, vous pensez au Rassemblement national, c'est ça ? Je pense qu'on va se dire les choses. Ça peut être le Parti socialiste, il y a des discussions. Personnellement, alors là, si le Parti socialiste, une deuxième fois, sauvait le macronisme, ça serait, à mon avis, je pense qu'il en aurait les conséquences dans les urnes quelques mois après. Ça veut dire quoi, juste les conséquences ? C'est rupture totale avec la France Insoumise ? Oui, s'il y avait, bien sûr. Il y a déjà une rupture parce qu'ils n'ont pas voté la censure. Mais alors là, si le Parti socialiste, une deuxième fois, sauvait le macronisme, faisait le malheur du pays, inutile de vous dire que c'est des choses dont nous tirerions définitivement les conséquences. Donc là, il n'y a plus de NFP du tout. On a dit qu'on était pour une offre fédérative, à la fois pour ceux qui étaient fidèles au programme et ceux qui censuraient. Bon, si le Parti socialiste, une deuxième fois, permettait à M. Macron de poursuivre sa route jusqu'en 2027, vous voyez bien le problème. Par contre, vous avez un doute sur le Rassemblement national ? Oui, j'ai un doute parce que j'ai toujours pensé que M. Lecornu avait été nommé pour essayer d'éviter la censure, surtout en comptant sur le Rassemblement national, avec deux axes. Le premier, c'est que en jouant un peu sur la dramatisation du contexte extérieur, de la Russie, de la menace russe, etc. Et vous savez qu'il était ministre de la Défense, et au nom peut-être d'un projet de loi de finances pour la défense, il peut peut-être jouer en disant, bon, vous voyez bien qu'il y a une responsabilité nationale. Je pense que ce discours, on ne l'a pas encore beaucoup entendu, mais à mon avis, on va l'entendre. Et puis, deuxième chose, j'ai entendu que pour le Rassemblement national, le problème numéro 1 est l'immigration. En termes de budget, tout ça est complètement faux, mais bon, c'est leur manière de ne pas remettre en question notamment la question des inégalités en ce pays. Donc on tape sur l'immigration au lieu de taper sur les ultra-riches. C'est leur choix, ça a toujours été à ça que sert l'extrême droite. Et de ce point de vue-là, j'ai entendu que dans l'interview du Parisien, M. Lecornu envisage de réformer l'AME, par exemple. Bon. Donc je pense qu'il va mettre la pression de ce côté-là pour essayer d'éviter la censure. Ça sera la responsabilité du Rassemblement national de savoir si lui ou non, lui aussi veut permettre aux macronistes de se perpétuer. Je ne sais pas si ses électeurs apprécieront. Un dernier mot là-dessus, est-ce qu'en tant que président de la Commission des Finances, vous avez un rendez-vous prévu avec Sébastien Lecornu sur le budget ? Non. Par contre, s'il m'invite ou si Bercy m'invite en tant que président de la Commission des Finances, j'irai parce que il y a ce que je dis en tant que député, et puis il y a mon rôle en tant que président de la Commission des Finances qui est d'organiser le débat, la discussion, etc. Et bien évidemment, j'irai. On parle de la mobilisation de jeudi. Il y a aussi l'intersyndicale qui poursuit son action. Elle a donc la mobilisation du 2 octobre. Qu'est-ce qu'elle peut changer, cette mobilisation ? Et à quelles conditions les choses peuvent changer grâce à la mobilisation du 2 octobre ? À mon avis, elle ne peut rien changer sur le budget, je n'y crois pas. D'ailleurs, manifestement, les syndicats ont trouvé une porte tout aussi close que l'interview du Parisien vis-à-vis... C'est pour ça qu'ils appellent à continuer. Voilà, non, ça peut changer parce que ça peut faire pression pour que ça aille vers la censure. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que ça peut faire pression pour que, notamment les oppositions, assument leurs responsabilités. Et j'espère même, parce qu'encore une fois, je pense que c'est ça qui devrait être mis en jeu, ça peut faire pression aussi sur Emmanuel Macron. À un moment donné, si Emmanuel Macron se révèle ce qu'il est dans les faits, c'est-à-dire l'homme du chaos, l'homme du blocage, l'homme, je veux dire, de l'instabilité qui sont les vraies raisons, par exemple, pour lesquelles, à un moment donné, on a la note de la France qui est dégradée.
peut-être qu'un peu de toutes parts, on estimera qu'il est nécessaire qu'il démissionne. Mais vous savez que nous, on va tenter aussi une motion de destitution. Ça peut aussi participer, j'allais dire, à ce climat et à cette... participer, mais là, vous êtes plus dans le symbolique. Ça a très peu de chances d'aboutir. D'accord, mais si la motion de destitution arrive jusqu'à l'Assemblée comme on le souhaite, vous voyez bien qu'il va y avoir un cran. C'était pas le cas la dernière fois. C'était pas le cas la dernière fois, notamment parce que le Rassemblement national, en conférence des présidents, n'a pas voté ce passage à l'Assemblée. Mais si c'est le cas, vous voyez bien que ça va créer une atmosphère, ça va créer une pression. Et je crois que pour le bien du pays, moi, j'en appelle à lui. Je veux dire, pour le bien du pays, je pense qu'il serait bien qu'il remette en question le mandat présidentiel, parce que ça serait une manière de repartir sur des bases au moins démocratiques. Les Français feront leur choix. Nous, c'est ce que nous demandons. Un mot sur Nicolas Sarkozy. Peut-être juste dans l'atmosphère, il y a aussi la manifestation la grande mobilisation des patrons le 13 octobre. Est-ce que ça participe d'une ambiance générale, d'une pression générale? La grande mobilisation des patrons, on va voir qui se déplace, parce que le MEDEF ne représente pas tous les patrons, je rappelle, dans notre société. Hein. Il y a plein d'artisans et autres qui sont représentés par d'autres organisations qui n'appellent pas. Bon, moi, je l'ai dit l'autre fois, si se déplacent tous ceux qui seraient, par exemple, concernés par la taxe Zucman, ça va faire quelques centaines de personnes, parce qu'en réalité, la plupart des patrons de ce pays ne sont pas concernés par les taxes sur les ultra-riches. Hein, donc, je les appelle, ces patrons-là, de PME, TPE, à bien réfléchir. Ils sont peut-être pas du côté de la barricade où ils imaginent. Ils sont peut-être pas du côté du capitalisme financiarisé, parce que très souvent, ils en sont aussi les victimes. Mais on verra bien ce que fait le MEDEF. C'est son droit, en tout cas. Sur un autre sujet, donc sur la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire, comment est-ce que vous lisez cette décision qui a fait beaucoup réagir Moi, sur le jugement lui-même, j'ai pas très envie de le commenter, parce qu'après, on voit bien que si on le commente d'une manière ou d'une autre, notamment pour M. Sarkozy, ça permet de dire, vous voyez, c'était mes adversaires politiques qui souhaitaient ça. J'observe qu'il y a un dossier... Ce qui est beaucoup commenté, c'est l'exécution provisoire. Oui, alors, donc j'observe quand même qu'il y a un dossier sérieux, que les faits sont d'une extrême gravité, et que c'est... Je trouve que les accusations sur les juges, sur la justice, là, en l'espèce, vu la gravité du dossier, sont déplacées. Après, sur l'exécution provisoire, je vais dire que tous ceux qui ont voté des aggravations de peine, des aggravations où on emprisonne pour un oui, pour un non, le fait que, par exemple, on passe désormais de 2 à 1 an le fait d'avoir droit à des peines de substitution, tous ces camps-là, qui sont souvent dans le camp de M. Sarkozy, se regardent dans la glace, parce que, quelque part, c'est l'arroseur arrosé. Voilà. Personne, par contre, ne réagit quand un manifestant sans preuve prend 4 mois ferme avec lui, mandat de dépôt immédiat, après le 18 septembre. Là, j'ai pas entendu les mêmes médias dire c'est une justice expéditive. Ça leur pose pas de problème. Donc, on peut pas avoir 2 poids 2 mesures. Le nom de Jean-Luc Mélenchon a été sifflé ce week-end à Bram, dans l'Aude, où était réunie une partie de la gauche autour de Carole Delga, Raphaël Glucksmann. Il y avait également Olivier Faure. La rupture est actée? Avec Mme Delga, oui. Alors là, c'est un bon exemple. Mais qui reflète les discussions internes au PS. Enfin, Mme Delga, c'est quelqu'un qui s'est exprimé pour l'interdiction des manifestations en faveur des droits des Palestiniens. C'est quelqu'un qui était contre la censure, c'était quelqu'un qui était contre le NFP, c'est-à-dire l'idée que la gauche s'unisse sur un programme de rupture. Donc, LFI, pour elle, est un adversaire. On est presque un adversaire plus important que le Rassemblement national à certains moments dans ce qu'elle exprime. Bon, elle fait une réunion, et à cette réunion où le scénario est couru, d'accord, le public... tout concourt à en faire, j'allais dire, une tribune en faveur de M. Glucksmann, c'est-à-dire d'une gauche d'accommodement. Raphaël Glucksmann, c'est la gauche d'accommodement? Ah bah oui, bien sûr, oui, c'est la gauche d'accommodement. C'est dans le droit fil de ce qu'on a vécu pendant des années, qui nous a donné ensuite M. Macron, hein, sur à peu près tous les sujets. Bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, c'est normal. Le public étant ce qu'il était, Jean-Luc Mélenchon se fait siffler. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'est-ce que faisaient des gens qui appellent par ailleurs à l'unité, y compris avec nous, qui se disent fidèles au programme du NFP, comme Marine Tondelier, dans cette salle. Que fait le Parti communiste dans cette salle? Je ne comprends pas. Eux censurent, eux, a priori, sont quand même fidèles au programme du NFP, et ils viennent dans une salle qui est une salle anti-Mélenchon. Bon, tout ça me laisse dubitatif. Moi, ce que je regarde par contre, puisqu'on parle de rapport de force et que là on a l'impression isolée, c'est qu'il y a eu une élection hier
Je donne juste le résultat, j'appelle pas pour le deuxième tour, rassurez-vous. Mais il y a une élection partielle hier dans la 5e circonscription des Français de l'étranger où le Parti socialiste et Place Publique avaient organisé une division, alors que c'était une circonscription où si on respectait les accords de 2024 comme nous, on le fait partout, y compris quand ça ne nous plaît pas à Paris, quand il y a une candidate qui tape sur les films, enfin on respecte, on ne présente personne d'autre que la candidate qui avait été choisie ou sa couleur politique en 2024. Notre candidate s'est présentée, soutenue par Europe Écologie, soutenue par Génération, et elle est au deuxième tour, elle est devant le PS, Place Publique. La seule chose, c'est que le RN la talonne, alors qu'avant c'était à plusieurs milliers de voix, mais ça c'est grâce aux candidatures division. Donc voilà, la réalité des urnes n'est pas ce qu'en disent les médias aujourd'hui, et je ne crois pas que nous soyons isolés. Cette semaine seront remis en jeu les postes à l'Assemblée, le bureau, les présidents de commission. Il y a un débat sur le fait de savoir si le RN doit être au bureau ou pas. Est-ce que c'est pas démocratique que le premier groupe en nombre de députés à l'Assemblée nationale soit représenté au bureau ? Non, c'est pas obligatoire. Ce qui est démocratique, c'est que tous les députés du RN aient le droit d'exercer leur mandat de manière absolue. Et moi, par exemple, j'y veille à ma commission des finances. C'est-à-dire droit d'amendement, droit d'expression, enfin, ils prennent toute leur place. Ça c'est démocratique. Mais le bureau, c'est un peu l'exécutif de l'Assemblée. Bon. Or, je rappelle qu'il y a un an, même si maintenant ça paraît loin, mais y compris du côté du camp macroniste, on a choisi. On n'était pas sur le nini, on était sur un front républicain vis-à-vis du Rassemblement national. Bon, qui dit front républicain vis-à-vis du Rassemblement national fait que vous cherchez à faire en sorte qu'ils aient le moins de députés possible. Et dans ce cas-là, je trouve que la traduction... mais là, ils en ont plus de 120. Est-ce que c'est pas normal qu'ils soient représentés au bureau ? La traduction, c'est le fait que l'exécutif de l'Assemblée, d'accord, qui est un peu le gouvernement de l'Assemblée, eh bien, puisse se faire sur le Rassemblement national. C'est pas scandaleux en soi. C'est un choix politique. Même s'ils ont plus de 120 députés. Même s'ils ont plus de 120 députés. Ce n'est pas, qu'on s'entende, c'est pas la conférence des présidents, parce que les gens vont pas nous comprendre. La conférence des présidents, où moi j'assiste chaque semaine, le Rassemblement national est là, tous les groupes sont là, il y a des votes, il y a des décisions qui sont prises, et là c'est normal qu'ils soient là. Le bureau, c'est autre chose. Bon, mais de toute façon, j'ai cru comprendre que le socle commun avait fait le choix de les faire rentrer, donc de toute façon, ça va être le cas. Est-ce que vous serez encore président de la commission des finances jeudi soir ? Écoutez, si cette fois les usages sont respectés, oui. Vous avez un doute ? Écoutez, la dernière fois, ça s'est pas passé comme ça. Pour bien comprendre, obligatoirement, je suis membre de l'opposition. Ça, c'est constitutionnel. Et puis, il y avait un usage depuis la création de cette procédure par Nicolas Sarkozy, et il avait fait au moins une chose bien, qui était de faire en sorte que les membres de la majorité ne votent pas. Ils choisissent pas leur opposition. Voilà, bon, l'année dernière, ils l'ont fait pour essayer de faire passer une députée des Républicains qui, 2 semaines après, est devenue membre du gouvernement, ce qui montre bien le problème. Bon, si cette fois-ci, ils reviennent à des usages normaux, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas part au vote, je ne vois pas comment je ne serais pas élu président de la Commission. Vous n'avez aucun doute sur le PS. Donc c'est à ça que j'appelle. Là, vous n'avez aucun doute sur le PS. Non, a priori, on est tous d'accord à gauche pour qu'on respecte les postes qui étaient les nôtres. Et vous appelez le socle commun à ne pas voter ? Ah bah oui, bien sûr. Moi, j'appelle à ce que les usages soient respectés, et ça commence par le fait de ne pas voter. Voilà. Merci Éric Coquerel. Merci d'avoir été notre invité.